Bonjour à tous, il est 15h01 si vous voulez, on va commencer à l'heure ce Zoom de la SFGP consacré au prix de thèse de la Société française de génie des procédés. Alors, je me présente, Nicolas Roche, je suis le vice-président académique de la SFGP et professeur à Aix-Marseille Université et chercheur au Centre de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement. Et je tiens déjà à excuser notre président François Nicole de Veolia qui n'a pas pu se joindre à nous et c'est la première fois qu'il est bloqué sur un Zoom de la SFGP sur le prix de thèse et il est vraiment désolé de ne pas être là. Donc pour rappel, la Société française de génie des procédés est une société savante sur la discipline du génie des procédés qui a été fondée en 88 et qui anime et encourage tous les échanges scientifiques et soutient l'activité de tous les professionnels du monde académique. Donc on regroupe au sein de cette société savante toutes les personnes qui exercent une activité dans le domaine du génie procédé, que ce soit des chercheurs, des enseignants-chercheurs du monde académique, mais aussi des étudiants, des industriels, des équipementiers de tous les secteurs d'activité, que ce soit la chimie, le pétrole, la pharmacie, la cosmétologie, l'agroalimentaire, la papeterie, etc. Tous ces secteurs d'activité qui ont trait au génie des procédés. Donc, une société savante aussi qui est présente à l'Europe, puisque on représente la discipline du génie des procédés français à l'Europe au sein de l'ESCE. Donc, cette société savante est organisée. Il y a une structuration scientifique. Le rôle, c'est d'animer. On organise aussi un congrès tous les 2 ans. Vous aurez une présentation tout à l'heure du prochain congrès qui va se dérouler en octobre 2026 à Clermont-Ferrand. Un certain nombre d'animations. On produit des notes, on produit des livres blancs et on essaye aussi de structurer scientifiquement l'animation. Et donc, le but, c'est de montrer comment notre discipline peut contribuer à un certain nombre de défis. Et pour l'instant, sur la période actuelle, on travaille sur 6 grands défis industriels et sociétés majeurs que sont les transitions énergétiques, les conversions des agro- et bioressources, l'eau, la santé, l'environnement, l'ingénierie circulaire, l'usine du futur, la digitalisation ou encore la décarbonation. Et pour cela, on a réparti notre activité sur des pôles thématiques liés au secteur disciplinaire de la SFGP, donc autour de la conception des procédés, des réacteurs et des bioréacteurs, des traitements et de valorisation, des séparations, des solides divisés et des fondamentaux. Et aussi un pôle qu'on appelle un pôle échange avec la société, donc qui va faire le lien vers le grand public. Et dans ce pôle échange à la société, on a un groupe thématique qui s'appelle Jeunes Talents et qui est piloté actuellement par Maria González Martinez, qui est présente ici, qui est maître de conférence à l'école des mines d'Aldicardo, et Florian Chemarin, qui est présent aussi ici, qui va animer tout le Zoom à partir de très bientôt, et qui est, lui, maître de conférence à Polytech. En premier lieu, on tient à remercier la société, le groupe Rocket, qui a sponsorisé, qui soutient ce prix de thèse. Au-delà, c'est une société qui est particulièrement active au sein de la SNGP, que ce soit au niveau de son conseil d'administration ou au côté d'animation des groupes thématiques. Et on est très, très content de leur soutien. Donc, avant de démarrer, je vais donner la parole à Vincent Dumouya, qui est team leader chez Rocket et aussi qui, avec un parcours académique au Canada, puis ensuite à Clermont-Ferrand, une thèse à Clermont-Ferrand, rejoint le groupe Rocket. Donc, il va nous dire quelques mots sur le groupe Rocket avant de laisser la parole aux animateurs du GT Jeunes Talents. Donc, on vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Merci Nicolas pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Oh, alors, dites-moi quand c'est bon pour vous. Oh, ça a l'air d'être bon. Donc, merci Nicolas pour cette présentation. Alors, j'ai la lourde tâche aujourd'hui d'essayer de vous présenter la société Rocket en quelques minutes et je vais essayer de m'y atteler à travers cette présentation. Oups, c'est les aléas du directif. Alors, en quelques mots, la société Rocket, on est un raffineur d'huile. L'objectif, c'est de prendre des matériaux biosourcés, de venir en extraire les différentes fractions et essayer de valoriser tous ces ingrédients à destination des industries agroalimentaires, de santé et pour les bio-industries. La société Rocket, en quelques chiffres, c'est à peu près 100 ans d'expérience dans le domaine de la bioraffinerie, plus de 40 sites industriels, à peu près 20 laboratoires de R&D, de centres d'innovation et un revenu d'à peu près 4,5 milliards.
Tout ceci porté par un peu plus de 11 000 collaborateurs et plus de 1000 en recherche et développement. Tout ceci se visualise sur cette carte. On a une forte présence worldwide, comme vous pouvez le voir, avec des centres d'expertise en R&D qui sont localisés en France, mais également aux États-Unis, avec le plus grand centre d'expertise qui se situe dans le nord de la France, sur le site de l'ETREM, qui est également l'une des plus grosses bioraffineries d'Europe. Donc, on a une activité manufacturière qui va être plutôt concentrée dans l'Amérique du Nord, avec de la production de protéines végétales et également de polyols, également en Amérique du Sud, sur des maltodextrines. Une concentration assez forte en Europe, et notamment sur le site de l'ETREM, avec de la raffinerie et de la production d'amidon. Sans oublier quelques sites en Inde, où on va également produire de l'amidon, et une présence également en Chine. Bon. Mais qu'est-ce que fait réellement la société Rocket? Chez la société Rocket, on fractionne la matière, c'est-à-dire qu'on va venir utiliser des ingrédients d'origine végétale, et notamment le blé, le maïs, la pomme de terre et le pois. Et à travers toute une série de séparations physiques et également chimiques, on va venir en extraire toutes les fractions. Elles sont représentées ici. On a d'abord une fraction soluble qu'on va essayer de valoriser, puis une fraction lipidique qui provient notamment des germes que l'on va également essayer de valoriser, une fraction cellulosique, notamment des fibres, également des protéines, pour arriver à la fin à un produit assez connu qui est l'amidon. Tous ces ingrédients, on peut les valoriser tels quels en fonction des besoins du marché, ou dans certains cas, on va venir effectuer des transformations physiques et également chimiques sur ces ingrédients pour répondre aux besoins du marché. Les transformations chimiques majeures que l'on effectue sur ces ingrédients proviennent notamment de la chimie de l'amidon, donc l'amidon qui est un polymère de glucose. On peut le vendre soit tel quel, soit, et je me situe ici, on peut venir effectuer des modifications chimiques de notre amidon de manière à obtenir des dextrines, des prégels. Dans le cas où on ne souhaite pas modifier l'amidon, dans notre cas, nous, on va effectuer l'hydrolyse enzymatique de cet amidon. Et suite à cette hydrolyse découle toute une gamme de produits en fonction du degré d'hydrolyse, du moins hydrolysé au plus hydrolysé. Et dans ces cas-ci, on parle de maltodextrine avec des degrés d'hydrolyse assez faibles, des sirops de glucose qui sont assez connus avec des degrés d'hydrolyse moyens, pour arriver à des hydrolysats et finalement le glucose ou la molécule de dextrose pour de l'amidon totalement hydrolysé. Suite à cette hydrolyse, on va également effectuer des transformations chimiques. D'une part, on peut venir hydrogéner ces produits pour former des sirops de glucose hydrogénés ou toute une panoplie de polyols, donc de polyalcools tels que le sorbitol qui émane du glucose ou encore le mannitol qui émane du mannose, le maltitol du maltose, etc. On peut également prendre ces produits d'hydrolyse et effectuer de la fermentation spécifique sur ces produits pour obtenir, entre autres, ce qui est représenté ici, des acides organiques, mais également certains polyols par voie directe. Donc voilà, sur ces quelques slides, l'entièreté des procédés de transformation de la matière que effectue Rocket. Donc il y a beaucoup d'ingrédients et beaucoup de phases. Alors maintenant qu'on produit des ingrédients, Rocket est constitué en deux business units. Une première qui va être en charge de faire des applications des ingrédients plutôt à destination de la nutrition et des bioindustries. Et une deuxième business unit qui va essayer de valoriser ces ingrédients dans des applications santé et pharmaceutiques. En ce qui concerne la première entité, donc nutrition et bioindustrie, on va souvent retrouver des ingrédients Rocket dans des aides à la boulangerie. Typiquement, ce sont des amidons modifiés. On va également retrouver des produits Rocket dans les confiseurs. Typiquement, ce sont les sirops de glucose, quelques maltodextrines et quelques sirops de polyol. Si la nutrition spécialisée, souvent ce sont des édulcorants ou des substituts de sucre tels que le xylitol. Et également, dans tout ce qui est industrie de la bière ou des boissons, on va souvent utiliser des sirops de glucose ou des sirops de maltose pour faire la fermentation. Et également, et c'est assez récent, on utilise quelques protéines végétales ou des amidons modifiés dans des applications de type yaourt. Ensuite, on utilise aussi quelques produits Rocket pour de la nutrition animale. C'est souvent les fractions haut de la raffinerie que je vous ai présentées tout au départ, comme les protéines ou quelques fractions lipidiques et cellulosiques. En ce qui concerne la bioindustrie, certains de nos ingrédients sont utilisés pour de la nutrition type plant care. Également dans des industries de papier-carton, on utilise souvent certains amidons modifiés comme colle ou comme carton pour les emballages de poste, par exemple. On peut également utiliser les sirops de glucose ou les maltodextrines comme intrants pour des procédés de fermentation. C'est également un cas applicatif. On retrouve également des produits Rocket
dans des matériaux de performance. Alors, quelque chose qu'il faut retenir, c'est dans certains phares de voiture, on avait des amidons modifiés, donc c'est également une autre application de nos ingrédients. Et finalement, plus récemment, dans certaines fractions peu valorisables, on peut également transformer en biofuel. Dans la deuxième branche, qui est plutôt la branche santé pharmaceutique, on va retrouver dans des formulations orales, donc typiquement dans des excipients pharmaceutiques, des agents d'enrobage tels que des polyols et notamment le mannitol qui est assez connu. On peut également retrouver du glucose injectable qui vient de chez Rocket, des glucoses apyrogènes qui sont utilisés dans les poches à glucose dans les hôpitaux. Il y a également certains de nos produits qui sont utilisés dans des dialyses. On retrouve également de nos produits dans des applications biopharma et notamment la cyclodextrine, qui est un polymère de glucose branché de 7, 6 ou 8 motifs de glucose qui sert en tant qu'aide à vectorisation de principes actifs pour venir aider le principe actif à passer les membranes ou être plus soluble dans le milieu d'application de ce principe actif. Et pour finir, il y a certains de nos ingrédients qui sont utilisés comme compléments alimentaires, ce qu'on appelle over-the-counter, des compléments alimentaires sans ordonnance, type probiotiques, prébiotiques, etc. Et finalement, parce que la liste est assez longue, on retrouve également nos ingrédients dans des cosmétiques, dans des crèmes ou des choses comme ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir de la société Rocket, c'est que c'est un raffineur du vivant. On utilise de la matière première végétale et notamment du pois, de la pomme de terre, du maïs et du blé. On est une entreprise de plus de 100 ans d'existence et qu'on produit à peu près plus de 700 produits à travers le monde dans des applications business to business. Voilà. Merci pour votre attention et j'en aurai fini de mon côté. Et je vais laisser la parole à Madame Martinez González. Alors bonjour à tous, je suis Maria González Martinez, donc je suis en charge de l'animation et du groupe thématique Jeunes Talents de la SFGP avec Florian Chemarin. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Maria, on t'entend très, très bien. Parfait, merci. Et donc je vais vous présenter donc la démarche du prix des thèses, comment la sélection a été faite pour les candidats que vous voyez aujourd'hui dans les webinaires et comment est-ce que ce procédé s'est déroulé. Donc, la mise en place du prix des thèses 2025 concerne les thèses soutenues en génie des procédés en 2024. Donc, la procédure pour ces prix des thèses a commencé par un appel à candidature qui a été lancé dans les mois de juin et qui est allé jusqu'au mois d'août. Donc, suite à cet appel à candidature, un jury d'experts du génie des procédés des différents laboratoires en France a fait une sélection des 5 meilleures candidatures que vous retrouvez aujourd'hui dans ces webinaires. Donc, cette sélection a été faite le 15 septembre. Donc, aujourd'hui, lors du webinaire, on va auditionner donc, les 5 candidats sélectionnés qui vont présenter leurs travaux de thèse et pour l'audience, les publics et aussi pour les jurys. Et donc, il y aura la désignation d'un lauréat. Donc, je vais vous expliquer comment cette désignation va se faire et quels sont les prix qui seront mis en jeu. Et donc, finalement, la remise du prix des thèses se fera lors des journées Català-Lettor qui organise la SFGP et qui cette année auront lieu le 5 novembre à Paris. Donc, pour ce qui est de la sélection des 5 meilleures candidatures, déjà, on veut remercier notre sponsor Rocket qui a fait donc, la présentation introductive juste avant. Donc, on a reçu 13 candidatures, donc recevables. Donc, c'est des candidats qui ont soutenu leur thèse en 2024 et qui étaient affiliés à la SFGP. Donc, pour la sélection des dossiers par un jury, il y a eu 3 rapporteurs par dossier. Et donc, les membres du jury ont pris en compte ces différents critères pour noter et classer les candidatures. Donc, ces critères sont les développements méthodologiques ou applicatifs au génie des procédés, en lien avec les génies des procédés, puisqu'il est la discipline qui nous rassemble tous ici aujourd'hui et autour de la SFGP. Et également les rapports des rapporteurs et les rapports des soutenances des thèses. Également, il y a eu l'évaluation de la qualité du dossier. Donc,
en ce qui concerne ce qui a été réalisé, donc l'innovation, la pertinence, voilà, un certain nombre de critères, et tout autour de la valorisation académique et industrielle du projet de thèse. Donc, on a évalué des aspects en lien avec les publications, les participations au congrès, les brevets, également les mobilités à l'international et du coup la qualité globale du dossier. Donc, suite à cette sélection par les jurys, comme je vous disais, 5 candidatures ont été retenues. C'est celle qu'on va écouter aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des auditions, comment est-ce que ça passe au niveau du vote? Donc, pour la sélection du lauréat du prix des thèses de la SFGP, donc, il y aura un vote qui correspond à 1/3 les votes du public et 2/3 les votes du jury. Donc, vous allez voir aujourd'hui 5 profils de candidats avec des horizons variés que vous allez écouter pendant un petit peu moins de 2 heures. Donc, chaque candidat, je le rappelle, aura 12 minutes de présentation et 3 minutes pour une petite question juste ensuite. Et du coup, vous êtes beaucoup de personnes, vous êtes nombreux actuellement, à peu près une 60aine de personnes à suivre ces webinaires. Donc, à la suite des présentations, on ouvrira les votes pour que vous puissiez vous exprimer sur la présentation qui vous a plu le plus aujourd'hui. Donc, il y aura 2 prix. Donc, il y aura les prix des thèses de la SFGP et il y aura les prix coup de cœur du public. Donc, pour les prix coup de cœur du public, vos votes seront déterminants donc, pour choisir qui est les lauréats de ces prix coup de cœur du public. Donc, voici les 5 candidats présélectionnés pour aujourd'hui. Donc, on a, je ne vais pas énumérer tous les sujets tout de suite, puisque vous allez les découvrir petit à petit. Et on va commencer du coup par ordre alphabétique des prénoms. Donc, on va commencer par Angelica Maragno, et avec les sujets cellules photoélectrochimiques pour la production d'hydrogène vert, une contribution aux études des mises à l'échelle, qui a fait sa thèse donc entre le CEA Marcoule et l'université Claude Bernard à Lyon. Donc Angelica, je te passe la main. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. C'est parfait. Quand tu veux. OK. Du coup, vous voyez la présentation? Oui, en plein Très écran. bien, très bien. Merci. OK. Je vais commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Angelica Maragno et tout d'abord, je voudrais remercier la SFGP et les groupes thématiques des jeunes talents pour avoir organisé cet événement et pour l'attention que vous avez portée à mon travail. C'est un honneur pour moi d'être ici pour présenter mes travaux. Ma thèse a été réalisée au CEA de Marcoule. Mon encadrant, c'était Sophie Charton, et en collaboration avec Vincent Artero et Muriel Matron. Et aujourd'hui, je vais focaliser ma présentation sur des cellules photoélectrochimiques pour la production d'hydrogène vert, une contribution aux études de mise à l'échelle. On sait que les changements climatiques, c'est en fait un enjeu mondial majeur, principalement à cause des émissions des gaz à effet de serre. Et pour faire face à tout ça, les conseils d'économie circulaire étaient développés et les laboratoires comme les COA, mais aussi beaucoup d'entreprises, ont commencé à traiter des thèmes comme le recyclage et la réduction des émissions de CO2 à travers des approches biologiques, photoélectrochimiques et thermodynamiques. À soutien aussi des énergies renouvelables telles que les solaires et les éoliennes. Plus en détail, nous, avec nos travaux, on s'est focalisé sur l'hydrogène parce que l'hydrogène joue un rôle clé en tant que vecteur énergétique. En particulier, en couplant l'hydrogène produit à travers des énergies renouvelables et le CO2, on a la possibilité de créer des synthetic fuel
Et dans mon travail, on parle d'intégration et du coup des générateurs d'énergie solaire en focalisant l'attention sur des systèmes intégrés et compacts qui veulent l'intégration des énergies solaires avec des électrolyseurs pour produire l'hydrogène. Et plus en détail, mon travail de recherche couvre différents niveaux de maturité technologique. On part dans des études particulières à l'échelle labo sur des anodes de l'hétérogénéité dans des cellules photoélectrochimiques et on continue les travaux avec des caractérisations des cellules intégrées, des mises à l'échelle de cette cellule et aussi des démonstrations à l'échelle pilote et dans un environnement réel, et dans des conditions météorologiques réelles, le fonctionnement des systèmes intégrés pour la production des méthanes et des carburants verts. Et en particulier, on a la première partie qui est focalisée sur tout ce qui concerne les problèmes, les défis connectés avec les processus, et la deuxième qui est concentrée sur les défis connectés avec les matériaux. Et les questions scientifiques qu'on a traitées sont quatre. Et on est parti de quel est le rôle de l'intégration pour transférer pour passer de l'échelle des labos à l'échelle pilote et comment on peut coupler un procédé intermittent avec un procédé continu. Et ce qui concerne les matériaux, on a étudié la dispersion des résultats dans des cellules silicium perovskite pour fabriquer dans différentes conditions. Et la dernière question, ça concerne quel est l'impact de l'hétérogénéité des couches actives inhérentes à des procédés de préparation à la large échelle des photoanodes. Pour commencer, du coup, pour traiter la première question, on s'est focalisé sur les cas d'études souvent. Du coup, l'intégration de la cellule solaire tandem avec des électrolyseurs PEM. Cette intégration est une intégration directe qui permet d'avoir un système plus efficace et plus performance parce qu'on a directement la cellule tandem qui est connectée avec la surface cathodique de la cellule, je vais mettre les pointeurs. Non. Bon, avec la surface cathodique de l'électrolyseur. L'électrolyseur, c'est un électrolyseur PEM avec une membrane à fion, des catalyseurs à base d'iridium et de platine et important des plaques de circulation imprimées en 3D. Et ici, on peut voir plus en détail. En fait, on a une cellule silicium perovskite qui a des couches de perovskite de silicium, des couches conductrices pour le passage des trous et des électrodes et une couche centrale pour la recombinaison des charges. Après, on a l'électrolyseur avec une plaque cathodique importante parce qu'il permet l'intégration thermique. Du coup, pour expliquer avec les graphiques, en fait, pour avoir une intégration thermique, nous, on sait que si on chauffe les cellules tandem, ça perd des performances, mais si on chauffe les électrolyseurs, on peut avoir des performances meilleures. Et du coup, on a fait un échangeur thermique qui permet de refroidir la cellule solaire et de chauffer l'électrolyseur pour avoir les points opératifs optimaux. Et à partir de tout ça, du coup, après avoir caractérisé la cellule à petite échelle, on a fait avec une stratégie de numbering up une caractérisation à des échelles plus grandes avec la constitution d'un module de 9 cellules IPEC, du coup un module monolithique qui a un système fluidique performant pour avoir un échange thermique optimal et pour refroidir les cellules tandem. Et à côté, électriquement, toutes les cellules sont indépendantes. On est passé d'un module de 9 cellules à 45 cellules tandem avec 5 modules en série. Et ça a permis de commencer et du coup de passer à la deuxième question, un couplage entre les modules
des cellules photorétrochimiques intégrées et un bioréacteur. Du coup, un processus intermittent avec un processus continu afin de créer l'électrolyseur, le système autonomous Easy Fuel. Et ce système, comme on peut voir dans les pindes simplifiées, il permet la production de carburant et, à travers le couplage et un ratio stéchiométrique de CO2 et d'hydrogène et avec un système de contrôle, soit pour la sécurité, soit pour garantir qu'il n'y a pas d'oxygène dans les bioréacteurs contenant des archées. À côté de ça, on a du coup eu la possibilité de participer, grâce à ces démonstrateurs autonomes créés, à un contest qui s'est tenu en Italie à Ispra, où on a pu montrer le fonctionnement de ces démonstrateurs pour 3 jours en continu et pour produire du carburant vert. On a commencé à 9 heures du matin et à la fin, on a obtenu dans différentes conditions environnementales une quantité de méthane de 1,6 litres et à pureté de 90% environ. Et, et, et on a conclu en manière en continu tous les 3 jours. Et, en parallèle, on a pu tester, du coup, grâce à ce type de tests faits aussi au CEA de Grenoble, de la variabilité des résultats qu'on a obtenus avec des cellules solaires tandem créées dans différentes conditions. Par exemple, dans ces graphes, on peut voir quelle est la dispersion, quel est l'impact des dispersions sur les performances. On sait qu'on a si on change l'épaisseur et la manière d'encapsulation et les points opératifs, on a différentes performances, différents impacts sur les photocourants. Ça veut dire aussi, ça c'est important aussi concernant le vieillissement, parce qu'on voit que si tous les cellules tandem sont positionnées sur les différents modules monolithiques, selon de la position, on a des différents résultats en termes de photocourant et du coup, ça veut dire que l'intégration thermique et fluidique, c'est vraiment important. Et, pour conclure, la dernière question scientifique qu'on a gérée, c'était concernant du coup les hétérogénéités de la production de beaucoup de photoanodes, en particulier les BVO4, et en testant les mêmes dans des cellules photorétrochimiques. Du coup, on a fait une première étude expérimentale où on a fait des tests de microscopie, XRD, profilométrie, mais aussi optique des photocourants. Et avec plus de 100 exemplaires produits par électrodéposition par spin coating, on a on a fait une comparaison avec les résultats obtenus avec un simulateur optique pour voir quels étaient en fait les photocourants obtenus en fonction des épaisseurs et en fonction des textures et de la rugosité des électrodes. On a compris, du coup, en conclusion, en partant dans la dernière question, les électrodes faites par électrodéposition sont plus performants que celles faites par spin coating et que la résistance a un impact sur les photocourants comme les catalyseurs, les dopings et aussi la rugosité. En particulier, on sait que les structures pyramidales sont les plus efficaces pour avoir des photocourants majeurs. À côté de ça, concernant l'étude de la dispersion et des cellules tandem, on a fait du coup une étude vraiment détaillée en changeant l'épaisseur des couches de perovskite et les différentes méthodes d'encapsulation. Et on a pu, en gros, avoir une base de données avec différents résultats en comprenant quels sont les phénomènes limitants. Et,
à côté de ça, on a obtenu un démonstrateur autonome capable de produire du méthane sans hydrogène, stockage intermédiaire d'hydrogène et d'optimiser les designs des électrolytes zéro à partir de petite échelle jusqu'à échelle TRL 6. Les résultats obtenus sont dans un bon placement dans l'état de l'art. Et sûrement, ce qu'on souhaite, c'est de continuer à travailler sur les différents topics, en particulier de continuer à avoir une optimisation des résultats concernant la modélisation et les caractérisations sur les photoanodes et les mêmes pour ce qui concerne l'augmentation des surfaces actives des cellules photoélectrochimiques et des cellules tandem et une ultérieure intégration du dispositif ici Fuel, comme par exemple avoir une intégration entre les bioréacteurs, les cellules mêmes et les cellules solaires. Du coup, merci beaucoup. Je voudrais remercier encore une fois le CFGP et je remercie aussi le CEA de Grenoble, mon laboratoire, l'Université de Lyon, et mon encadrant Sophie et tous les gens qui ont vu la possibilité de m'aider pendant ce parcours et tous les gens qui sont en train de m'écouter et qui sont ici pour cet événement. Merci et je serai contente de répondre à vos questions. Merci Angelica. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite de Maria pour ce webinaire. Alors, comme les candidats le savent, nous allons poser à chacun une question qui n'est pas scientifique, donc suite à chaque présentation. Angelica, donc la question c'est quel est le moment qui vous a le plus marqué pendant votre doctorat? Du coup, ce qui me concerne, les moments qui m'ont plus marqué pendant mon doctorat, c'était sûrement les 2 semaines qu'on a passées à ISPRA. Du coup, les 2 semaines pendant lesquelles on a pu montrer vraiment la synthèse de nos travaux et on a mis vraiment tout l'esprit et toute l'énergie seulement pour montrer et pour produire du carburant vert, que c'était le but du challenge, mais tous ensemble avec une grande collaboration avec mes encadrants et tous les autres collègues. Et on n'a pas vraiment observé quel était le timing, à quelle heure on devait commencer à travailler, à quelle heure on devait finir. C'était vraiment seulement pour la recherche, pour amener avant des résultats et chercher vraiment de donner notre mieux pour travailler tous ensemble. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a appris vraiment que les vrais motifs du travail, c'est pas gagner seulement de l'argent tous les jours et travailler 8 heures, c'est tout, mais c'est être ensemble, apprendre des choses et travailler pour des buts communs et apprendre l'un des autres aussi. C'est ça pour moi, très important. Bien, merci beaucoup Angelica. Très bon timing. Du coup, on va pouvoir passer à la candidature suivante. Et donc, c'est Antonello Tangredi. Et Ok, merci. Je pense que tout le monde voit la présentation. Antonello, Bonjour, tu peux commencer. ça marche. Merci. Alors, déjà, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse qui a été réalisé sous la supervision de Olivier Boutan, Christian Barca et Jean-Henri Fetas du centre du laboratoire M2P2, mécanique, modélisation et procédés propres à Marseille. Le protagoniste de mon travail, c'est le phosphore. Le phosphore joue un rôle vital dans les organismes vivants. Il entre dans la composition de l'ADN, des membranes cellulaires et de l'ATP. Et le cycle naturel du phosphore est lié roches, sols, plantes, animaux, mais les activités humaines ont profondément modifié ce cycle naturel. Et le phosphore aujourd'hui, qui est extrait des gisements naturels pour produire des engrais qui alimentent les cultures pour l'alimentation humaine et animale pour rejoindre finalement les milieux aquatiques en tant que déchets.
Comme ces ressources naturelles sont limitées et inégalement réparties, il devient du coup nécessaire de récupérer, de développer des solutions pour récupérer, développer et valoriser le phosphore. Et une option, c'est de le faire au niveau des stations d'épuration où le phosphore et d'autres nutriments sont concentrés dans les boues. Du coup, dans ce travail, nous étudions la valorisation d'un digestat de méthanisation. C'est un sous-produit issu de la digestion anaérobie des boues de steppe par liquéfaction hydrothermale. Il s'agit d'un procédé qui traite la biomasse humide à haute température et pression, conditions sous-critiques, générant plusieurs produits, une biohuile à potentiel énergétique, une eau de procédé et un résidu solide, idéalement riche en phosphore, que nous cherchons à valoriser comme engrais. L'objectif du travail, c'était du coup de déterminer les conditions opératoires optimales qui permettent de maximiser la récupération du phosphore dans la phase solide sous une forme valorisable comme engrais. Et pour faire cela, il a été nécessaire d'analyser l'influence des différents paramètres du procédé sur les voies de conversion et de spéciation du phosphore. Pour commencer à répondre à l'objectif scientifique, nous avons d'abord réalisé une analyse critique de l'état de l'art sur la conversion et la spéciation du phosphore lors des traitements hydrothermaux des boues. Avec plus de 65 articles qui ont été analysés, plus de 580 points expérimentaux, la répartition de ces points montre qu'environ 80% des données concernent des traitements doux, comme la carbonisation ou des conditions encore moins sévères, soulignant le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les traitements plus sévères, tels que la liquéfaction et la gasification. On a ensuite étudié l'effet des différents paramètres du procédé sur les caractéristiques des produits et la spéciation du phosphore. Température et durée du traitement sont généralement regroupés dans un facteur de sévérité selon la fonction de Ritter qui est indiquée dans l'équation ici, où la température joue un rôle dominant. Les résultats qu'on a obtenus montrent qu'un traitement plus sévère, à une sévérité accrue, favorise l'accumulation du phosphore dans la phase solide. L'analyse de la composition des boues et des produits solides liés met en évidence une accumulation du phosphore et d'autres éléments généralement associés au phosphore comme le fer, le calcium, l'aluminium et le magnésium dans les produits solides. Et concernant la spéciation du phosphore, la classification SMT distingue le phosphore organique, en bleu dans la figure, des phosphores inorganiques qui sont eux-mêmes divisés entre une fraction apathitique en orange, composée des phosphates de calcium, et une fraction non apathitique en vert, qui est généralement associée à phosphate de fer, aluminium ou des formes de phosphate libres. Les boues montrent une prédominance de la fraction non apathitique en vert, mais dans les produits solides, on a remarqué une augmentation de la fraction apathitique en orange, les phosphates de calcium, au détriment des fractions non apatitiques et organiques. Pour résumer les résultats de cette étude bibliographique, les traitements hydrothermaux les plus sévères favorisent l'accumulation du phosphore et des métaux dans les produits solides et permettent la formation des phosphates de calcium plus stables. Ces résultats ont été publiés en 2023 sous forme de review dans Chemical Engineering Journal, mais cette analyse a permis aussi de révéler plusieurs lacunes dans l'état de l'art sur ce sujet, sur lesquels le travail de thèse s'est concentré, notamment sur la spéciation du phosphore lors des traitements plus sévères, sur l'influence de la composition des boues sur les mécanismes de conversion du phosphore. Et enfin, il faut une évaluation de la compatibilité environnementale des produits solides pour ouvrir la voie à leur valorisation comme engrais. Pour faire cela, on a réalisé les expériences de liquéfaction avec une boue qui est soumise à liquéfaction hydrothermale dans un réacteur batch de 200 millilitres avec des températures de 250 à 350 degrés, des durées de 5 à 45 minutes. Le réacteur est agité à 700 tours par minute par une turbine Rashton, chauffé via un cordon chauffant, refroidissement effectué par injection d'air comprimé dans la chemise du réacteur et pressurisé à 18 mégapascales avec l'azote gazeux. Après refroidissement et ouverture, les produits ont été séparés par centrifugation, donnant un produit solide et un surnageant, désigné comme eau de procédé. L'étape expérimentale a été menée dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'expérience pour la modélisation des résultats. Les expériences ont été planifiées à l'aide du logiciel Azurad. Les relations entre facteurs et réponses ont été modélisées par des surfaces de réponse du second ordre avec des interactions. Et la validité des modèles a été vérifiée par analyse de variance, le test de Student et le calcul de coefficient de détermination et l'écart type. On a réalisé 2 plans d'expérience pour étudier 3 facteurs, température,
durée du traitement et le rapport molaire calcium-phosphore. La boue qu'on a utilisée comme entrant provient de la station d'épuration municipale d'Aix-la-Pioline, Aix-en-Provence, et contient environ 7% de matière sèche. Sa composition en phosphore, calcium, fer, aluminium, magnésium et potassium correspond aux valeurs reportées dans la littérature. Et l'association du phosphore montre une prédominance de la fraction non apathitique, les phosphates de fer, aluminium et les phosphates libres, suivi du phosphore apathitique et organique. Encore une fois, en ligne avec les distributions typiques des boues. La concentration du phosphore soluble augmente à 250 degrés et à 350 degrés par rapport à la boue initiale, indiquant la minéralisation et la dissolution du phosphore solide en phosphate libre. Mais à 250 degrés, cette libération s'accentue avec le temps, tandis qu'à 300 degrés, surtout à 350 degrés, il y a une reprécipitation du phosphore qui est dominante. Et du coup, la majorité du phosphore se retrouve dans la phase solide, en jaune dans le graphique à droite, et sa précipitation est favorisée par la sévérité du traitement. Et en ce qui concerne la spéciation de ce phosphore, le phosphore apathitique en orange devient prédominant, atteignant plus de 70% du phosphore total à 350 degrés, signe d'une conversion du phosphore non apathitique vers la forme apathitique. Ici, on voit des exemples de surface de référence obtenues à partir des données expérimentales. À gauche, pour le rendement en phosphore dans la phase solide, on voit que la température apparaît comme le facteur évidemment dominant, avec un effet du temps un peu plus marqué à haute température. Et à droite, on a la spéciation du phosphore, et on voit que la température favorise l'augmentation de la fraction apathitique vers le rouge, entre 300 et 350 degrés. Les résultats expérimentaux permettent de proposer un schéma de conversion du phosphore. Le phosphore organique est entièrement minéralisé en orthophosphate. L'augmentation de la concentration de phosphore de fer soluble dans l'eau de procédé suggère une dissolution de phosphate de fer et d'aluminium en orthophosphate et ions métalliques. Et à des conditions plus sévères, il y a une reprécipitation des orthophosphates avec le calcium qui devient dominante et forme des phosphates de calcium et augmente la fraction apathitique. Même dans les conditions les plus sévères, environ 6% du phosphore restait en solution. Et dans la boue et les produits solides, le rapport calcium-phosphore était toujours 0,7. Et ça veut dire que on avait une limite de récupération du phosphore sous forme apathitique, près de 70%. C'est ce qu'on trouvait effectivement, et cela suggérait qu'un apport supplémentaire de calcium était nécessaire pour précipiter la totalité du phosphore sous forme apathitique. Ces résultats ont été publiés dans un article qui est paru dans le Journal Environmental Management en 2025. Et pour évaluer l'influence du rapport molaire calcium-phosphore sur la spéciation du phosphore, un nouveau plan d'expérience a été réalisé en faisant varier simultanément température, temps et rapport molaire calcium-phosphore, ajusté par ajout d'oxyde de calcium. L'ajout d'oxyde de calcium réduit fortement le phosphore soluble. On passe de plusieurs centaines à quelques dizaines de milligrammes par litre. Et la surface de réponse que vous pouvez voir montre qu'un rapport calcium-phosphore supérieur à 1 permet la précipitation de plus de 99% du phosphore en phase solide, même dans des conditions modérées, proches de 250 degrés. La spéciation du phosphore révèle une forte augmentation de la fraction apathitique, c'est ce qu'on veut, atteignant plus de 95% du phosphore total sous forme de phosphate de calcium. Ces résultats confirment que le rapport stéchiométrique calcium-phosphore est un paramètre clé et la microscopie électronique à balayage couplée à la spectroscopie des rayons X à dispersion d'énergie de certains échantillons a montré une forte corrélation entre phosphore, fer et calcium dans les produits solides. Nous avons aussi du coup précipité la quasi-totalité du phosphore dans le produit solide, majoritairement sous forme apathitique, même dans des conditions modérées, lorsque le rapport molaire calcium-phosphore est supérieur à 1. Mais on se pose la question, est-ce que ce produit solide, riche en phosphore apathitique, stable, peut être utilisé comme engrais? On a fait une comparaison avec les directives européennes et la comparaison montre le respect des seuils pour les macronutriments et les métaux lourds, à l'exception du cuivre, dont la teneur pourrait être réduite par des actions en amont. Les produits solides sont du coup des bons candidats pour un usage comme engrais, sous réserve d'analyses complémentaires à réaliser en futur. Pour résumer les points à retenir, le phosphore
le fer et le calcium et les autres métaux se concentrent majoritairement dans la phase solide. Le phosphore organique est minéralisé en orthophosphate soluble, tandis qu'une sévérité accrue favorise la conversion du phosphore non apathitique, phosphate de fer et aluminium, en forme apathitique, phosphate calcium. Le rapport molaire calcium-phosphore détermine la fraction apathitique maximale et l'ajout d'oxyde de calcium permet une récupération quasi totale du phosphore sous forme apathitique. Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Déjà, une caractérisation détaillée de la biohuile est nécessaire pour vérifier sa composition et valeur énergétique et pour voir s'il y a du phosphore qui finit dans la biohuile. Le produit solide mérite aussi une analyse approfondie pour sa valorisation comme engrais. Du coup, identification des composés phosphorés spécifiques, évaluation de la biodisponibilité et compléter l'étude environnementale. Et après, l'utilisation d'un réacteur continu pourrait améliorer l'automatisation du procédé et avec une analyse coût-efficacité, on pourra envisager un passage à l'échelle industrielle pour intégrer la récupération du phosphore et la valorisation énergétique de manière durable. Je termine ici ma présentation et je vous remercie. Merci Antonello. Alors cette fois, la question sera, qu'est-ce que votre thèse vous a appris sur vous-même? Merci pour la question. Du coup, pendant la thèse, j'ai évidemment beaucoup appris sur mon sujet de recherche, mais c'est vrai que la thèse m'a beaucoup appris aussi du point de vue personnel. Tout d'abord, j'ai découvert que faire de la recherche, c'est avant tout un travail humain, c'est très humain. On apprend vite que les compétences techniques dans la recherche ne suffisent pas. Il faut aussi savoir communiquer, collaborer, écouter, négocier. Et j'ai dû cultiver un peu ces compétences humaines pour avancer, pour gérer les moments de doute, construire des relations de confiance avec les collègues. Et je crois que c'est ça, tout d'abord, qui m'a fait grandir comme chercheur et comme personne. J'ai aussi compris que le doute fait partie du quotidien dans ce travail. Il y a toujours cette petite voix quand on fait ce travail qui dit tu pourras faire mieux, tu pourras comprendre mieux. Parfois, on va en congrès, on découvre que quelqu'un d'autre a fait exactement ce qu'on voulait faire, mais d'une manière totalement différente et ça déstabilise. Mais avec le temps, j'ai appris que ça fait partie du schéma. Ça pousse à réfléchir, à se remettre en question et aller plus loin. Et enfin, la thèse m'a confirmé que voilà, la recherche, c'est ce qui me rend heureux. C'est ce que je veux faire. J'aime beaucoup chercher, comprendre, transmettre les informations, le savoir. Et j'aime beaucoup l'énergie collective qu'il y a dans un laboratoire de recherche quand il y a une discussion qui fait naître de nouvelles questions. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer dans cette voie comme enseignant-chercheur et j'en suis très heureux parce que je suis content de continuer à contribuer à la recherche en génie des procédés. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc on va pouvoir passer au candidat suivant, donc qui est Jean Murat. Je vous laisse projeter votre présentation. Très bien, merci. Je vous laisse commencer. Votre micro. Vous pouvez mettre votre micro aussi. Bonjour, je cherchais l'icône qui a bougé quand j'ai mis la présentation. Donc, merci pour m'avoir sur ce prix de thèse. Donc, j'ai fait ma thèse sur l'étude de l'impact des nouveaux gaz enrichis en hydrogène ou oxygène dans le stockage en aquifère au LATEP à Pau, en partenariat avec d'autres labos de l'université et avec les entreprises Terega et Storengy. Avant de parler de nouveaux gaz, il faut déjà s'intéresser aux gaz qu'on utilise actuellement. Quel gaz naturel, qui représente une fraction non négligeable de notre mix énergétique et dont la demande connaît une forte variabilité saisonnière. On en a beaucoup plus besoin en hiver. Et donc, on a besoin de stockage de très grande capacité afin de pouvoir satisfaire cette demande. C'est pour ça que sur le territoire, on a 16 sites souterrains de stockage opérés par Terega et Storengy. Et la majeure partie des capacités de stockage sont assurées par des aquifères profonds. C'est donc à ce type de stockage auquel on s'intéresse dans notre étude.
Un aquifère profond, c'est situé à environ 1 km sous la surface. C'est une roche poreuse qui contient de l'eau. Et si on y injecte du gaz sous pression, on peut piéger de très grandes quantités de gaz entre l'eau et la roche de couverture qui est étanche. C'est des environnements qui sont très particuliers puisqu'ils ne contiennent pas d'oxygène. Ils contiennent par contre des micro-organismes autochtones. Chaque site est différent, que ce soit par sa pression, sa température, sa profondeur, mais aussi la composition de son eau, de sa roche et de sa communauté microbienne. Si aujourd'hui on y stocke du gaz naturel, dans le cadre de la transition énergétique, on devrait voir apparaître des nouveaux gaz, dont l'hydrogène. On pourrait actuellement en avoir 2% dans le gaz naturel tel que c'est réglementé. Ce qui nous pousse à étudier le comportement de l'hydrogène dans ces stockages, c'est le retour d'expérience qu'on a eu avec le stockage de gaz de ville qui a été fait avec des grandes fractions d'hydrogène, qui a été un peu documenté dans la littérature et où il avait été observé qu'il y avait des pertes de l'hydrogène stocké. Par contre, les phénomènes n'ont pas été spécifiquement identifiés, même si on pourrait s'attendre à avoir de la réactivité microbienne, de la consommation par les micro-organismes ou des réactions abiotiques. En tout cas, ça pourrait mener à une perte d'une partie de l'énergie stockée, une modification de la qualité du gaz stocké, notamment avec la production de sulfure, mais on pourrait avoir aussi une modification de la porosité du réservoir, donc de sa performance. Le problème dans tout ça, c'est qu'on n'a pas formellement identifié qu'est-ce qui consommait l'hydrogène et dans quelle proportion. Ça a été fait uniquement pour des très grandes fractions d'hydrogène, et encore aujourd'hui, c'est principalement des grandes fractions d'hydrogène qui sont étudiées. Et on l'a vu, chaque site est différent, donc on a besoin de savoir comment les phénomènes et les processus vont varier entre chaque site de stockage. Dans ce cadre-là, il y a une première thèse qui a été effectuée dans notre laboratoire, qui a eu pour objectif de simuler expérimentalement dans un réacteur haute pression ces environnements et d'y simuler l'injection de nouveaux gaz, hydrogène ou biométhane. L'objectif dans ma thèse, ça a été de reprendre ce protocole et de l'appliquer à plusieurs sites différents pour voir la variabilité des processus. La deuxième partie et le deuxième objectif, c'était de développer des outils de modélisation pour mieux comprendre les résultats et valider les hypothèses qui avaient été faites. Donc, le protocole expérimental, le voici plus en détail. Donc, l'objectif vraiment de ce protocole, c'est de recréer au plus proche des conditions de l'aquifère dans le réacteur. Pour cela, pour chaque site qu'on simule, il y a un prélèvement directement dans l'aquifère ciblé, avec un protocole qui a été développé précédemment dans notre équipe, afin de récupérer l'eau avec les micro-organismes, mais sans contamination extérieure, pour être au plus proche des conditions. On a également des prélèvements de roches via des carottages qu'on met aussi dans notre réacteur. On place ensuite une phase gaz synthétique au-dessus de tout ça, qui représente le gaz naturel, principalement du méthane, avec une fraction d'hydrogène. Ce protocole, en tout, il a été appliqué 6 fois pour 6 sites différents, où à chaque fois on a récupéré l'eau et la roche du site, et on a placé le réacteur sous les conditions de pression et de température relevées sur site. Donc, une fois qu'on lance une expérience, elle dure environ 2 à 5 mois, donc il y en a eu une par semestre lors de toute la thèse. Et chaque semaine et lors des événements clés, on a des prélèvements sur la phase liquide et la phase gazeuse pour analyser leur composition et voir l'évolution au cours du temps. Et on a également une caractérisation de la communauté microbienne. Au début et à la fin de l'expérience, on fait différentes analyses sur la roche pour évaluer aussi son évolution, donc avoir une évaluation complète de l'évolution du système. À ce protocole, j'ai rajouté des techniques expérimentales afin d'avoir les données d'entrée nécessaires pour ensuite faire une approche de modélisation. J'ai notamment ajouté la quantification des bicarbonates, la quantification du fer et du barium, qui interviennent chacun dans des équilibres de précipitation notamment. Et j'ai développé un protocole expérimental qui permet, à partir des données récupérées à pression atmosphérique, avec de la modélisation, de déterminer le pH et le potentiel redox dans le réacteur. La deuxième partie de cette approche, ça a été de mettre en place des bilans de matière, des bilans réactionnels sur les réactions microbiennes, afin de vérifier la cohérence entre ce qu'on observe sur les analyses de microbiologie et l'évolution de notre système. Pour cela, j'ai dû modéliser la solubilité des gaz qui interviennent dans ces réactions. L'aboutissement, ça a été le développement d'un modèle cinétique biogéochimique, de l'appliquer à 2 essais et d'ajuster ses paramètres. Je vais m'attarder un peu sur ce modèle, puisque ça a vraiment été le cœur de mon travail.
Donc, j'ai développé un modèle triphasique en régime batch sous le logiciel Frixé. Donc, on a un équilibre liquide-vapeur et c'est dans la phase liquide qu'on a les réactions. Donc, la phase gaz alimente la phase liquide. Et donc, on a tout un tas de réactions et notamment, le but de ma thèse, ça a été de développer des modèles de l'activité microbienne, des modèles cinétiques. Et ça a été d'améliorer les modèles de la littérature, puisqu'on a remarqué que les phénomènes qu'on a observés étaient beaucoup plus complexes que ce qui était traditionnellement pris en compte, notamment pour des études sur des souches pures. J'ai donc pris en compte ce nouveau modèle pour 6 cinétiques de respiration qui représentent au métabolisme qu'on a observé. On a également des cinétiques de croissance. Et au final, j'ai ajouté 16 paramètres des modèles à partir de 68 points expérimentaux. On a aussi une interaction avec la roche qui est représentée par des cinétiques de précipitation, mais aussi une précipitation en régime thermodynamique en fonction des données de la littérature. Avant de passer au résultat du modèle, je vais déjà m'attarder sur les résultats du bilan qui nous permettent de comparer chacune des expériences. Donc j'ai tracé les consommations d'hydrogène ici pour chaque métabolisme, donc pour chaque couleur, et pour chaque essai représentant un site, avec l'eau, la roche du site. Ce qu'on voit, c'est qu'on a systématiquement une consommation d'hydrogène et on a observé que c'était la consommation microbienne qui était le facteur majeur, le facteur moteur dans cette consommation. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour les essais 1 et 5, on a une consommation totale du CO2 et du sulfate qui entraîne une consommation significative de CO2. Par contre, pour les autres essais, on avait des conditions qui étaient tout à fait optimales, comme pour les autres essais. Et dans un cas d'école, comme ont été les essais 1 et 5, on aurait dû avoir à peu près autant de consommation d'hydrogène. Par contre, on a vu expérimentalement que ce n'était pas le cas, et donc on pouvait avoir des processus qui ralentissent l'activité microbienne, même s'ils ne sont pas formellement identifiés, et ça montre l'intérêt de faire cette approche pour voir site par site ce qui peut se passer. Je vais maintenant présenter les résultats de modélisation. Donc, j'ai tracé à gauche l'évolution du CO2 et de l'hydrogène, modélisé et expérimental, et à droite, l'évolution de produits en phase liquide, formiate et acétate. Le résultat majeur, c'est qu'on est arrivé à produire, avec le modèle, le comportement complexe du système. Et donc, c'est très intéressant puisque ça permet de valider les hypothèses sur les métabolismes tout au long de l'expérience. Ce qui était très intéressant, notamment, c'est le formiate qui est en noir sur le graphique de droite, dont ni la production et encore moins la consommation avaient été prévues dans le cadre du stockage d'hydrogène dans la littérature, dans les revues de littérature. Et on a montré expérimentalement qu'il était produit, et grâce à la modélisation, on a réussi aussi à montrer sa consommation et à sa cohérence avec les métabolismes en place. Donc on voit vraiment qu'on a un rôle central du formiate qui doit être pris en compte dans les modèles. Le dernier point qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à reproduire l'évolution du pH dans le réacteur, et on peut voir qu'on a une forte alcalinisation qui est due à l'activité des micro-organismes elles-mêmes. Et donc les micro-organismes s'inhibent eux-mêmes, puisque au-delà d'un certain pH, leur activité est très fortement réduite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les stockeurs, puisque l'activité microbienne s'auto-inhibe d'une certaine manière. L'augmentation du pH, elle a un deuxième effet, c'est qu'on a une précipitation des minéraux carbonatés, comme la calcite ou la dolomite, qu'on arrive à représenter. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est des quantités assez faibles, on est l'ordre de la millimole. Et donc, ça devrait avoir un impact assez mineur, en tout cas, c'est ce qu'on observe sur nos expériences, avec ici à droite les analyses de tomographie qu'on a fait, qui nous montrent entre le début en rouge et la fin en bleu, une évolution très faible de la porosité qui n'est pas distinguable. Au final, les résultats de cette thèse, j'ai pu les valoriser sur trois articles que j'ai écrits pendant la thèse et 2 que je vais écrire pendant mon postdoc sur les expériences de la thèse. Et j'ai aussi eu la chance de présenter mes résultats en conférence en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc au final, lors de ma thèse, j'ai étudié le comportement des nouveaux gaz dans les aquifères profonds pour 6 sites, certains pour l'hydrogène, 4, et 2 autres pour le biométhane, que je ne vais pas présenter ici par souci de clarté et de temps. Pour chaque site étudié pour l'hydrogène, on a chaque fois observé une consommation microbienne d'hydrogène, mais on a aussi observé des facteurs tels que l'alcanisation qui pouvaient limiter cette activité. Pour ce qui est de la modification de la qualité du gaz,
Lorsqu'on avait plus d'un millimolaire de sulfate dans notre eau de départ, on a à chaque fois observé une production significative de sulfure dans la phase gazeuse, mais on a aussi vu que des précipitations de pyrite pouvaient atténuer cette production. Au final, même si on a vu des précipitations de pyrite et on l'a vu avant de minéraux carbonatés, on n'a pas mis en évidence de modifications significatives de la porosité dans nos expériences. Pour finir, je tiens à vous remercier tous pour votre attention et je tiens à remercier particulièrement toute l'équipe de l'université, mais aussi nos partenaires industriels qui ont participé à ce projet. Merci Jean. Alors, votre question sera, quel est l'apport le plus enrichissant que vous retirez de votre thèse? Alors, l'apport le plus enrichissant, je pense on voit d'une certaine manière sur cette slide de fin, ça a été toute la collaboration qui a été nécessaire pour mener à bien ce projet. Parce que c'est un projet qui est multidisciplinaire. Il est, donc je suis au LATEP, mais je travaille avec donc en procédé, et j'ai travaillé avec des géochimistes, des microbiologistes, avec des partenaires industriels. Donc il a fallu collaborer, même si on avait des horizons différents, pour pouvoir mener à bien ce projet. Et déjà, c'était une fantastique aventure humaine, mais aussi, bah, ça permet vraiment de se dépasser, de se remettre en cause, de voir les choses différemment, avec des raisonnements et des approches dans d'autres disciplines qui sont différentes. Et c'est un vrai défi, surtout quand on commence au début de la thèse, de collaborer avec autant de personnes. Et, euh, et donc, vraiment, je pense que ça a été très enrichissant, très stressant aussi. Et, euh, et je pense qu'au final, ça pousse à se dépasser aussi. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup fait évoluer lors de la thèse, que ce soit point de vue des connaissances, des capacités, mais aussi humainement, ça a été une aventure assez incroyable. Bien, merci. Alors, je vais enlever. Alors, ça va être au tour de Lucas Châtre. Oui, bonjour. Bonjour. Je te laisse partager ta présentation et tu peux commencer directement. Oui, vous voyez là? On voit bien. Très bien. Je peux commencer? Oui, oui, allez-y. Donc, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la SFGP d'organiser ces webinaires et également de me donner l'opportunité de vous présenter les travaux de thèse portant sur l'étude de la modélisation dans un four à vis. Donc, cette thèse a été réalisée au CEA Morcoul en collaboration avec Safe Food et Orano. Et vous avez ici la liste des personnes qui ont contribué aux travaux que je vais vous présenter. Donc en 2024, 65% de l'énergie électrique était d'origine nucléaire. Et après son passage dans un réacteur nucléaire, 96% du combustible usé peut être valorisé. Donc en France, on retraite le combustible usé et on retrouve toute une étape de processus. Donc tout d'abord, le combustible usé est dissous. Ensuite, une extraction est réalisée pour avoir un flux d'uranium pur, un flux de plutonium pur et un flux de produit de fission. Et concernant le plutonium, ce dernier n'est pas stable à l'état liquide. Il est donc converti pour être stabilisé sous forme solide. Et dans cette étape de conversion, on retrouve une précipitation avec de l'acide oxalique pour former de l'oxalate de plutonium, suivi d'une filtration et enfin d'une calcination pour calciner l'oxalate de plutonium en oxyde de plutonium. Et c'est sur cette dernière étape que se focalisent les travaux de cette thèse. Mais il faut savoir que pendant cette thèse, nous avons utilisé l'oxalate d'uranium, qui est un simulant de l'oxalate du plutonium, parce que l'uranium a une chimie, l'oxalate d'uranium a une chimie assez similaire à l'oxalate de plutonium. Il est aussi beaucoup plus facile à manipuler. Donc, concernant la calcination de l'oxalate d'uranium, tout d'abord, l'oxalate d'uranium contient de l'eau issue de la filtration. Donc, pendant la calcination, les molécules d'eau vont être enlevées par déshydratation.
Et enfin, l'oxyde d'uranium va être décomposé thermiquement. Donc, si cette décomposition est faite sous oxygène, on va générer de l'U3O8. Si elle est faite sous atmosphère inerte, on génère du O2. Et s'il y a de l'oxygène et que les conditions en température sont suffisantes, l'UO2 peut s'oxyder en U3O8. Donc, c'est les différentes réactions qu'on peut retrouver dans un four à vis pendant la calcination de l'oxyde d'uranium. Avant de réaliser les travaux de cette thèse, il y a eu des analyses thermogravimétriques. Donc, on étudie la calcination sur les toutes petites quantités de poudre. Et là, on vient étudier essentiellement les phénomènes réactionnels. Il y a également eu des études en aval statique où la calcination a été étudiée sur des plus grandes quantités de poudre. Donc, à cela, il y a eu des études en plus de transfert de matière et thermique. Et pendant cette thèse, on s'intéresse à un four à vis. Donc, pendant la calcination, l'oxyde d'uranium est convoyé, donc il est mis en mouvement. Et donc, à cela s'ajoute l'hydrodynamique qui doit être prise en compte pendant la calcination. Et donc, l'objectif de cette thèse est de, à partir des résultats obtenus sur les petites échelles par analyse thermogravimétrique, de développer un outil qui permet de transposer ces résultats vers les grandes échelles, donc ici vers le four à vis. Donc, en développant un outil de simulation phénoménologique. Donc en soi, un four à vis, c'est un convoyeur à vis qui est chauffé. Et j'aimerais tout d'abord vous présenter quelques paramètres géométriques qu'on trouve dans un convoyeur à vis. Donc on va retrouver le diamètre de la vis, le diamètre de lame qui soutient les ailettes de la vis, le pas de vis qui est la distance entre deux ailettes, l'épaisseur des ailettes, et également l'entrefer qui est la distance entre le diamètre du tube et le diamètre de la vis. Maintenant, si on regarde à la forme du lit de poudre pendant son convoyage, par exemple sur la figure du milieu, on a distingué trois zones d'intérêt. Donc en haut du lit de poudre, on va voir la couche active, et dans l'entrefer, on va voir de la poudre dans cette zone. Et entre les deux, on va avoir le cœur du lit. Et on peut imaginer que ces trois zones n'auront pas la même histoire pendant la calcination. Donc nous avons décidé de les compartimenter ainsi et de nous y intéresser suivant un modèle compartimenté. Donc l'outil de simulation phénoménologique sera traduit par un modèle 1D compartimenté, où ici on est parti du postulat qui est que si on connaît les volumes de chaque compartiment et les échanges entre chaque compartiment, en connaissant également la cinétique et les transferts de matière et thermique, alors on serait capable de prédire la calcination de l'oxyde d'uranium dans le four à vis. C'est donc un modèle essentiellement basé sur l'hydrodynamique des poudres. Et pour le construire, donc pour trouver les paramètres du modèle, on a étudié des poudres inactives, donc non radioactives, comme par exemple de la farine de riz ou de la poudre de verre. Et nous avons aussi étudié l'influence des paramètres géométriques. Donc par exemple, pour étudier les paramètres du modèle 1D, nous avons développé un dispositif optique qui est un support imprimé en 3D. Et donc ce support est placé sur un rail qui peut se déplacer. Et les caméras peuvent être positionnées en périphérie du tube. Donc là, par exemple, sur l'image en bas à gauche, les caméras sont plutôt en haut et pointent vers la surface du lit. Donc là, on s'intéresse plutôt à ce qui se passe au niveau de la couche active. Et pour s'intéresser à cette zone-là, nous sommes venus saupoudrer d'une poudre colorée la couche active. Et par traitement d'image, nous sommes capables de suivre la proportion de bleu de chaque image et donc au cours du temps. Et donc là, vous avez en bas à droite la proportion de bleu au cours du temps. Et ceci nous donne des informations sur la cinétique de renouvellement de la couche active, qui est donc un paramètre clé pour le modèle 1D qu'on cherche à développer. Ensuite, avec ce même dispositif optique, nous avons placé des caméras plutôt en dessous du convoyeur à vis. Et là, vous voyez qu'elle pointe plutôt au niveau de l'entrefer. Et donc ici, on s'intéresse au déplacement des poudres, s'il y a, dans le jeu vis-tube, au niveau de l'entrefer. Donc là, vous avez une vidéo de la poudre qui est, donc on peut voir qu'elle se déplace à cause donc, notamment du cisaillement de la vis au-dessus, mais aussi du cisaillement de la poudre qui se déplace au-dessus de la poudre dans l'entrefer. Donc ici, la direction du convoyage est dans la hauteur de la vidéo, dans la hauteur de l'image.
et on constate qu'on a deux composantes de vitesse, une dans l'axe de la vis et une perpendiculaire à l'axe de la vis. Donc ces vitesses-là, on peut être mesurées soit à la main, soit par PIV. Et nous avons également développé des modèles adimensionnels qui nous permettent de prédire, notamment par exemple ici la vitesse dans l'axe de la vis, suivant des paramètres opératoires ou géométriques. Donc ici, on a FD, le taux de remplissage, HR, le ratio d'Osner qui traduit la coulabilité de la poudre, et Clear qui est un paramètre géométrique sur l'entrefer. Et A, B et C sont des paramètres ajustés. Et donc des modèles adimensionnels de ce type-là ont été développés, notamment pour le déplacement des particules dans l'entrefer, mais aussi pour le renouvellement de la couche active. Donc le dispositif optique qu'on a utilisé s'intéressait essentiellement aux phénomènes en surface. Et donc, pour avoir accès à plutôt ce qui se passe au niveau du cœur du lit, nous avons développé un modèle par CFD, donc de la mécanique des fluides numériques, où ici, nous avons assimilé la poudre à un liquide non newtonien avec une viscosité qui représente l'écoulement de la poudre. Et donc, si le modèle CFD est bien calibré, alors nous serons capables d'avoir les paramètres qui nous manquent. Donc, par exemple, ici, les volumes des compartiments et les échanges entre les flux. Pour paramétrer la loi rhéologique du liquide qui représente l'écoulement de la poudre, nous avons utilisé une géométrie qui est un peu plus simple, qui est le tambour tournant. Donc, c'est des mesures qui ont été réalisées à l'UTC à Compiègne. Et ici, l'écoulement de la poudre dans le tambour tournant est similaire à l'écoulement de la poudre dans un pas de vis. Donc, par traitement d'image, on est aussi capable d'identifier les interfaces au cours du temps pour chaque image. Et donc, nous avons paramétré la loi rhéologique utilisée en CFD sur ces mesures par tambour tournant. Et donc, vous avez en bas à droite, en rouge, les résultats par CFD, donc le modèle avec la loi rhéologique paramétrée, et en bleu, l'interface moyenne. Et on voit il y a une bonne, que les CFD représentent très bien l'expérience. Et à noter ici que les paramètres de la CFD sont des paramètres directement mesurés sur le tambour tournant. Donc maintenant, avec cette loi rhéologique, on a pu l'utiliser dans le maillage de la vis et on a pu mesurer les paramètres qui nous manquaient pour le modèle 1D illustré en haut à gauche. Donc maintenant, si on revient au modèle du four à vis, donc ici vous avez un schéma qui représente le four à vis pilote pour la calcination d'oxyde d'uranium. Donc ici la poudre est alimentée par la gauche et elle est convoyée vers la droite. Et on a deux injections de gaz à gauche et à droite, avec une extraction au milieu. Donc avec le modèle du four à vis, on est capable de prédire la température dans les différentes zones identifiées, notamment celle de la vis, et on est aussi capable de modéliser les concentrations solides et gazeuses dans les différentes zones prédéterminées. Donc si on confronte les paramètres du modèle du four à vis sont donc soit des mesures directement mesurées, par exemple pour les paramètres hydrodynamiques, et aussi par les paramètres cinétiques. Mais par contre, pour les paramètres de transfert thermique et de matière, ce sont des résultats issus de corrélation de la littérature. Si on confronte des mesures faites sur le four à vis pilote, qui sont ici les croix ou les plus, on voit qu'avec une certaine confiance, le modèle arrive à prédire les données expérimentales. Donc sachant encore une fois que le modèle est surtout paramétré avec des paramètres mesurés expérimentalement. Et d'autant plus que c'est un modèle phénoménologique, donc on est capable d'expliquer pourquoi les profils thermiques sont ainsi et des profils de contraction également. Donc pour conclure, un fort accent a été mis dans cette thèse sur l'hydrodynamique pour développer un modèle de réacteur. Donc nous avons mis au point un dispositif optique pour mesurer ce qui se passe au niveau de la couche active et de l'entrefer. Et nous avons aussi développé un modèle CFD pour mesurer des paramètres qui nous manquaient, donc par exemple au niveau du cœur du lit. Ensuite, nous avons pu améliorer un modèle de simulation du four à vis, donc en rajoutant les zones de compartimentation. Et nous avons pu comparer avec des essais interro directement mesurés sur le four à vis. Et on voit que le modèle arrive bien à prédire des points expérimentaux. Et en termes de perspective, on pourrait améliorer tout ce qui est transfert thermique et transfert de matière, notamment avec des mesures expérimentales. Et donc, actuellement, je travaille au sein de l'IFP Énergie Nouvelle à Solèze en tant qu'ingénieur génie chimique. Et ces travaux de thèse m'ont permis d'approfondir mes connaissances en modèle de réacteur, aussi en traitement d'image et en modélisation par CFD.
Donc, encore une fois, je remercie la SFGP d'organiser ce genre de webinaire de prix de thèse. Et je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Merci Lucas. Alors, la question sera, qu'est-ce que vous a apporté personnellement votre thèse? Oui, alors à la fin de ma thèse, j'ai un peu fait l'exercice de relire ce qui s'était passé pendant les 3 dernières années de thèse. Donc, ce que ça m'avait apporté personnellement et scientifiquement. Et du coup, ça a conduit à l'écriture d'un poème que j'aimerais vous lire pour ajouter un peu un volet lyrique dans ce webinaire. Donc, du coup, le poème peut se retrouver dans la thèse. Il y a la neuvième page. Et du coup, vous verrez, le poème est décrit en 4 parties. Donc, vous avez plutôt le mois avant la thèse. Et ensuite, les 3 autres parties sont la première année, la deuxième année, la troisième année. Donc, je vais vous le lire. À perception. Doux souvenir qui restera à mes côtés, tel Morphée et sa lyre, l'enfant et son jouet. En ce temps où l'incertitude me guettait, un monde mystérieux me fut dévoilé. Sur le seuil, 4 personnes m'y accueillirent, de la bienveillance émanait de leur dire, afin de m'annoncer une énigme oubliée, dont la résolution mène à la vérité. Au cours du périple, guidés par les archives, leur nombre multiple fut d'une aide massive. Nous progressions dans une lueur assombrie, enveloppante, où je me sentais à l'abri. Notre technologie apporta des réponses, bien que fragmentées, éparpillées dans les ronces. Rassembler les morceaux entamait mon courage, qui fut revigoré à la vue du rivage. Je revois encore la lumière éclatante qui éclaira alors nos questions en attente. Lorsque nous nous trouvâmes face au résultat, des étoiles dans les yeux et le cœur qui bat, nous nous réjouîmes ensemble des trouvailles, mais ce qui importait après tant de travail, plus que la solution du problème initial, était que l'amitié, surtout, fut primordiale. Merci beaucoup Lucas pour ce beau poème Avec inattendu. plaisir. Merci encore. Euh, C'était très original. Et donc maintenant, nous allons passer à Chao Tian. Excuse-moi pour la prononciation. Euh, je te laisse projeter ta présentation et tu pourras commencer directement. Mon écran. Est-ce que vous voulez- On te voit bien, c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Xiaoqing Huang. Je voudrais tout d'abord remercier au jury de m'avoir présélectionné pour ce prix de thèse. Et aussi, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour ma présentation. Ma thèse elle porte sur purification de l'eau usée par congélation sur paroi froide, modélisation par la méthode du champ de phase. Tout d'abord, qu'est-ce que la congélation? Il y en a qui l'utilisent pour fabriquer des crèmes glacées, alors que dans le cadre de ma thèse, je l'utilise comme un procédé de séparation. Ayant une solution aqueuse pour diminuer la température, il est possible de diminuer la température de l'ensemble de la solution. Il y aura donc les petits cristaux qui se forment en suspension. Il est également possible euh, d'introduire une paroi froide. Il y aura donc une couche de glace qui se forme sur cette paroi froide. À l'issue de la séparation, on obtiendrait une phase de l'eau purifiée et une phase de solution concentrée. Dans le cadre de ma thèse, en fonction des objectifs, ce procédé peut être utilisé soit pour la purification, soit pour la concentration. Donc, j'en utilise pour la purification et je me concentre sur la deuxième technique, congélation sur paroi froide. Pourquoi nous avons choisi ce procédé? Il s'agit tout d'abord d'un procédé vert, sans ajouter d'additifs chimiques ni émettre des effluents gazeux.
Ainsi, la consommation d'énergie est relativement faible en comparaison avec la distillation. L'installation est très simple, ce qui demande moins d'investissement et aussi le coût de maintenance. Cependant, ce procédé est limité par sa faible production. Pour l'augmenter, il nécessite une augmentation de la vitesse de croissance, ce qui accentue l'hétérogénéité de la classe à cause de l'intégration de solutés. Une ancienne thèse a bien observé que lorsque la classe est hétérogène, on aura une faible pureté. Cependant, si on a une couche de classe homogène, la pureté sera plus importante. Donc, cette thèse a bien confirmé que la pureté de solide est reliée au faciès de l'interface. Cependant, on n'avait pas compris les mécanismes de ce changement de faciès. Par conséquent, l'objectif de ma thèse est de comprendre ces mécanismes. Une partie d'études expérimentales a été effectuée pour étudier les différentes conditions opératoires. Une partie de modélisation a été aussi réalisée par la méthode du champ de phase pour simuler l'évolution du faciès. Commençons d'abord par la partie expérimentale. Au début de ma thèse, j'ai pu participer à la conception et design et mise en place de pilote qui est composé d'un droit de camp sur laquelle la couche de glace se forme et aussi un réacteur double enveloppé dans lequel on met la solution aqueuse. Leurs températures sont contrôlées par les pans thermostatés. Au milieu de droit de camp, le flux calorifique est entré par le milieu et remonte par l'espace annulaire. Et dans le réacteur, le flux calorifique est rentré par le bas de réacteur et ressort par le haut. Lors de la congélation, le droit de camp est introduit dans la solution aqueuse et une caméra numérique a été mise en place à l'extérieur du réacteur pour un suivi en ligne. Cette caméra, elle nous permet d'acquérir des images montrées comme ceci, sur laquelle on peut distinguer le droit de camp, la paroi froide, la phase solide et la phase liquide. Ce pilote ressemble à ceci au laboratoire. Ici, c'est notre réacteur, la caméra et le moniteur de caméra et aussi des consoles pour le contrôle de température. Tout d'abord, un protocole pour réaliser des essais expérimentaux a été mis en place. Ensuite, les différents paramètres ont été étudiés durant ma thèse. Cependant, aujourd'hui, je vais seulement présenter les résultats obtenus en variant la concentration en sel dans la solution aqueuse, tout en cartant des deux autres conditions identiques. Cette figure représente l'évolution de l'épaisseur en fonction du temps. Nous avons constaté trois différents comportements. Tout d'abord, pour 1%, nous pouvons constater que l'épaisseur augmente avec une manière continue. À 5%, la croissance est rapide au début et l'épaisseur se stabilise au bout d'un moment. Cependant, à 13%, on a une croissance très rapide pour les 30 premières minutes et après, la glace, elle se fond. Je vais ensuite vous montrer les vidéos enregistrées pour les deux cas extrêmes, c'est-à-dire pour 1% et 13%. Sur cette vidéo, vous pouvez distinguer la paroi froide, le doigt de camp, la phase solide, la phase liquide et ici la double enveloppe. Aussi, à l'extérieur du réacteur, il y a des buées formées dues à la condensation de l'eau dans l'air. Sur cette vidéo, on peut constater que la croissance de glace, une croissance de glace très compacte, ainsi la vitesse de croissance ralentit. Cependant, pour 13% où il y a une fusion, nous pouvons constater tout d'abord une formation très rapide des dendrites. Ensuite, l'interface se réorganise pour avoir une interface relativement lisse. Et c'est ensuite la fusion partielle de la glace a lieu. Cette observation a mis en évidence des phénomènes de convection. Donc, d'où viennent ces effets de convection?
c'est à cause des hétérogénéités de concentration et de température. Tout d'abord, comme je vous ai présenté précédemment, durant la conception de réacteurs, à cause de la circulation de flux calorifiques, la température en bas de réacteur est relativement faible en comparaison avec celle en haut. Et aussi, puisque la température de double enveloppe et de doigt de Caen sont réglées en fonction de la température de fusion de la solution aqueuse, plus on augmente la concentration, plus cette température de fusion est faible. Donc, l'ensemble de cette hétérogénéité a causé une croissance hétérogène dans le réacteur. Ainsi, durant la croissance, il y a l'hétérogénéité et aussi l'exclusion du soluté qui accentue cette hétérogénéité. Cet effet de convection a causé finalement une dynamique oscillatoire à fraction massique avec à une fraction massique du sel élevée. Si vous êtes intéressé par cette partie d'étude, je vous invite à consulter notre article qui est en cours de soumission. Donc ensuite, comment on va modéliser cette évolution de faciès? Nous avons utilisé la méthode du champ de phase. Puisque cette méthode est peu utilisée en génie des procédés, je vais l'introduire avec une comparaison avec la méthode conventionnelle en génie des procédés reconnue en tant que problème de Stéphan. Ayant un solide qui se forme dans le liquide, le profil de température peut être représenté comme celle-ci et pour la méthode de champ de phase, le profil de température est similaire. Cependant, pour la première méthode, nous avons une interface abrupte. Et avec la méthode du champ de phase, l'interface a une certaine épaisseur. Cette épaisseur est introduite grâce à la variable phi qui pourrait être définie à 0 dans la phase solide et 1 dans la phase liquide. Et elle varie entre 0 et 1 à l'interface. Grâce à l'introduction de cette variable, on peut écrire les bilans d'énergie et de matière sans distinction de phase et aussi cette variable a introduit une interface diffuse. Elle permet donc d'effectuer un suivi implicite selon sa variation, ce qui signifie que la géométrie complexe est contrôlée au lieu de les simplifier comme dans la méthode conventionnelle. Ainsi, la dynamique de l'interface n'est pas seulement contrôlée par les conditions d'équilibre thermodynamique, mais aussi par minimisation d'énergie totale du système qui est gérée par une équation qui s'appelle Alain-Kahn. Cependant, la modélisation par la méthode du champ de phase est plutôt à l'échelle mésoscopique, contrairement à la méthode conventionnelle qui est à l'échelle macroscopique. Puisque cette méthode est peu utilisée en génie des procédés, nous avons commencé tout d'abord par un système diffusif. J'ai effectué une étude pour la croissance libre d'un corps pur pour l'eau et glace et aussi j'ai effectué une étude pour la croissance directionnelle dans un mélange binaire pour la solution aqueuse et glace comme représenté dans la partie expérimentale. Je vous présente ici les résultats obtenus pour la croissance dendritique dans un corps pur. Un petit germe est initialisé dans le champ de simulation et la couleur jaune représente la phase liquide. Ici, le solide est fixé à la température de fusion à 0 degré et la phase liquide est fixée à moins 15 degrés. Nous pouvons constater tout d'abord une formation des dendrites primaires qui sont présentées par les 6 branches principales et les dendrites secondaires qui sont développés sur les branches. Ainsi, cette évolution de champs de phase et de champs de température a permis de mettre en évidence le gradient de température à l'interface parce que la phase solide est toujours à 0 degré alors que le liquide est toujours à 15 degrés. Donc, il y a un gradient très, très important à l'interface.
La vitesse de croissance a été vérifiée avec les mesures dans la littérature et on l'a bien trouvée cohérente. Si vous êtes intéressé par cette partie d'étude, je vous invite à consulter notre article sur Journal of Crystal Growth. Ensuite, j'ai passé à l'étude d'un mélange binaire pour mettre aux conditions similaires par rapport à l'expérimentation, une couche de glace est initialisée sur le côté du champ et nous pouvons constater cette fois-ci une croissance directionnelle des dendrites. Cependant, les dendrites secondaires sont moins prononcés. Ainsi, sur le champ de concentration, nous pouvons constater que les dendrites formés, ils sont pas purs et surtout, il y a l'accumulation de soluté durant le développement des dendrites. Ces résultats de simulation nous ont permis d'identifier les mécanismes de développement des dendrites. Ainsi, les résultats de simulation ont été vérifiés par la comparaison avec ceux de la méthode conventionnelle. Si vous êtes intéressé par cette partie d'étude, je vous invite à consulter nos articles dans Chemical Engineering Science and Computer-Aided Chemical Engineering. Pour conclure, au lieu de conclure sur les résultats scientifiques réalisés durant ma thèse, je préfère conclure sur les compétences que j'ai pu développer durant cette expérience très enrichissante. Tout d'abord, pour la partie expérimentale, j'ai pu participer à la conception, design et aussi instrumentation d'un pilote. J'ai mis au point du protocole de congélation et aussi mis en œuvre les différentes méthodes de caractérisation. Une étude de diagramme d'équilibre liquide-solide a été réalisée, même si j'ai pas présenté des résultats précédemment. Et aussi, une étude paramétrique a été réalisée. De l'aspect modélisation, j'ai pu introduire la méthode du champ de phase qui est bien courant en sciences des matériaux, mais moins reconnue en génie des procédés dans notre domaine, tout en effectuant la programmation sur MATLAB avec parallélisation sur GPU pour accélérer la simulation. La simulation, elle est réalisée en 2D pour un système corpure et aussi un système binaire. J'ai pu également développer le modèle de Pitzer pour calculer les propriétés thermodynamiques de notre système considéré. Ainsi, j'ai utilisé comme sol pour vérifier nos résultats avec la méthode du champ de phase qui est nouvelle dans notre domaine. Voici les compétences que j'ai pu développer durant ma thèse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Très rapidement, en 30 secondes, si possible, Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre thèse? En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la transformation personnelle que ma thèse m'a apporté. Par exemple, comme apprendre à être autonome et aussi à résoudre des problèmes très complexes, mais aussi à transmettre ce que j'apprends. J'ai vraiment pris goût à la pédagogie et aussi à la recherche, ce qui m'a motivée à devenir une maître de conf aujourd'hui. Merci. Bien. Merci beaucoup. Alors, eh bien, tous les candidats ont réalisé leur présentation. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Je laisse un moment à Martine pour échanger. Alors, pour vous expliquer comment le vote se passe, vous allez obtenir un QR code ou un code WooClap sur lequel vous pourrez voter une fois par personne et le vote sera ouvert pendant seulement 1 minute. OK? Donc, si vous êtes tous prêts à voter pour votre candidat préféré, donc je vous rappelle que nous avons 5 candidats.
Martine, je te laisse partager les codes. Voilà, donc je vous laisse vous connecter et j'ouvre le vote à l'instant pour 1 minute. Top, c'est parti. Il vous reste un peu moins de 30 secondes. Dix secondes. Le 1, 0, c'est terminé. Et donc, nous avons eu 89 votants. Alors, nous allons nous réunir avec le jury, donc, en dehors de ce webinaire, pour délibérer sur les résultats. Pendant ce temps, je vais donner la parole à Fabrice Gros, qui va pouvoir présenter le prochain congrès de la SFGP, qu'il préside, ainsi que les prochains événements attendus de la SFGP. Fabrice, je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup, Florian. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et je vais d'abord vous présenter les principaux. Alors, voilà, les principaux événements associés à la SFGP. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. Voilà. Oui, ça fonctionne. OK. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, rebonjour à tous. Je me présente Fabrice Gros, je suis enseignant-chercheur du côté de Sigma Clermont à Clermont-Ferrand et je travaille aussi à l'Institut Pascal en génie des systèmes photoréactifs et je suis aussi le président du comité de développement du génie des procédés en région Rhône-Alpes-Auvergne. Et je vais vous présenter, le temps que le jury délibère, les prochains événements qui sont en lien avec l'animation scientifique de la communauté du génie des procédés. On va d'abord on va parler maintenant de la journée de prospective Català-Lotor en lien donc sur les génies des procédés et machines quantiques. Et donc qui aura lieu le 5 novembre 2025 et elle a pour objectif de dresser un état de l'art des avancées récentes en informatique quantique et d'explorer leurs perspectives d'application au génie des procédés. Vous aurez des experts issus à la fois de la recherche académique, de l'industrie et des institutions publiques. Vous avez par exemple des participants de EDF, l'IFPEN, l'INP Toulouse, le CEA, d'entreprises comme Eviden et Cobly qui vont vous présenter des opportunités concrètes offertes par ces nouvelles technologies, ainsi que les défis associés à leur intégration dans des pratiques industrielles et pédagogiques. Et cette rencontre, elle vise, comme toutes les rencontres organisées par la Société de génie des procédés, à établir un dialogue interdisciplinaire pour anticiper les besoins en compétences, identifier les verrous scientifiques et technologiques, mais aussi proposer des feuilles de route communes pour la formation et l'innovation. Et cette journée, elle ambitionne de structurer une réflexion prospective sur la convergence entre technologie quantique et génie des procédés. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web de la Société française de génie des procédés, où vous aurez de plus en plus d'informations en lien avec cette journée de prospective Català-Lotor. Je vais passer maintenant à la deuxième journée scientifique. Alors cette journée scientifique est un peu plus pétillante parce qu'elle est accueillie par les Champagnes Mouët et Chandon à Épernay. Et c'est donc la journée scientifique Innov Process qui est organisée par le groupe thématique Conception Innovation de la Société française de génie des procédés.
Et ça va proposer un espace d'échange, donc toujours entre chercheurs, ingénieurs, industriels et consultants, pour explorer les méthodes contemporaines d'innovation appliquées au génie des procédés. Et vous allez, si vous y assistez bien entendu, aborder une large palette de thématiques, les fondements de la conception innovante et les approches théoriques, donc avec différentes approches théoriques, l'impact de l'intelligence artificielle sur les pratiques de conception et les métiers de l'ingénieur, la gestion des projets innovants et les nouveaux référentiels normatifs, mais aussi les liens entre histoire, mémoire industrielle et innovation et surtout les approches émergentes inspirées du vivant et des transitions durables. Et vous aurez même la possibilité de suivre un atelier collaboratif sur la méthode KCP, où vous allez pouvoir expérimenter des outils qui vous permettent de générer, structurer, évaluer des idées nouvelles dans un contexte de conception des procédés. Et c'est aussi histoire de fêter les 15 ans du groupe thématique Conception innovante et innovation de la Société française de génie des procédés, et dont le but est de renforcer la diffusion des méthodes d'innovation au sein de la communauté et d'identifier des voies d'évolution vers des procédés plus créatifs, sobres et adaptatifs. Autre journée qui est organisée dans la région lyonnaise le 18 novembre du côté de CPE Lyon, c'est la journée Challenge industriel et défis académiques autour des procédés de polymérisation. Et donc c'est organisé par le groupe thématique réacteurs de polymérisation de nos collègues, entre autres du LAGEP et du CP2M, en collaboration avec le groupe français des polymères dans les locaux de CPE Lyon. Et cette journée, elle propose un panorama des avancées récentes dans la compréhension et la maîtrise des procédés complexes de polymérisation. Et vous aurez donc un large spectre d'intervenants qui vont s'intéresser à des problématiques aussi diverses que la modélisation fine des réacteurs de polymérisation et la compréhension des phénomènes couplés, l'analyse des hypothèses idéales et leurs limites, l'impact des phénomènes physiques et chimiques sur la stabilité et les performances, les stratégies de prévention des risques thermiques, mais aussi l'aréologie appliquée dans des procédés innovants tels que le séchage ou l'impression 3D. Et vous aurez droit à un large panel d'acteurs du monde socio-économique, Michelin, Sanofi, mais aussi du monde académique avec des collègues IFPEN, du CNRS, de l'Université de Lorraine ou autres. Et tout cela pour définir les réacteurs de polymérisation du futur. Je vais maintenant passer à une activité qui est récurrente au sein de la Société française de génie des procédés. Ce sont les webinaires gratuits qui sont organisés donc très régulièrement. On a un premier webinaire qui est demain, donc ne le ratez pas, demain matin de 10h à 12h30 et qui va s'intéresser à l'économie circulaire pour une ingénierie circulaire. Donc ça va dresser un état des lieux du génie des procédés dans l'économie circulaire et dans les secteurs agri ou agro. Donc les matériaux, les synergies interentreprises pour une circularité tant économique que technologique. Et c'est proposé par le GT Intégration des procédés pour une économie circulaire et valorisation des sous-produits. Ensuite, vous avez deux webinaires qui vont être organisés à une semaine d'intervalle, animés par le GT Réacteur et Activation. Donc c'est quand les réacteurs s'activent et vous allez explorer avec les orateurs l'ensemble des approches émergentes et complémentaires d'activation des réacteurs, tels que l'utilisation de micro-ondes, des ultrasons, de l'électrochimie, de la photochimie ou l'induction magnétique ou encore de la mécanochimie. Donc, ce sont toute une série de techniques qui vont vous permettre d'avoir des réacteurs qui sont beaucoup plus efficaces et respectueux de l'environnement. Autre webinaire qui sera proposé plus sur le mois de décembre, c'est donc le webinaire associé donc au GT Agitation Mélange sur l'extrapolation des procédés d'agitation et de mélange et quels sont les défis et techniques auxquels ils sont confrontés actuellement. Et dernier webinaire en annonce qui est au mois de novembre, c'est sur l'électrification des procédés pour décarboner la chimie. Et c'est en lien avec le GT Pride. Je vais maintenant vous présenter ce qui va nous occuper pendant une grande année, c'est l'édition 2026 du Congrès de la Société française du génie des procédés. Alors, vous avez toutes les informations utiles pour l'instant sur le bandeau, puisque ça sera le 20e congrès de la Société française de génie des procédés. Donc, c'est
une édition un petit peu spéciale. Et elle se tiendra du 13 au 15 octobre 2026 à Clermont-Ferrand. On a utilisé un slogan un petit peu particulier qui est transformer la matière, convertir l'énergie, qui est le principe de base et ce qui guide notre discipline du génie des procédés. Mais aussi, on a rajouté penser l'avenir, puisque notre belle discipline peut servir à imaginer et être acteur de l'avenir qui va s'offrir à nous. Au niveau des informations, ça sera organisé au Centre des congrès de Polydôme, donc un bel ensemble pour nous accueillir avec tout ce qu'il faut pour réaliser un beau congrès, c'est-à-dire des belles salles, un bel amphithéâtre et aussi et surtout la possibilité donc de tout faire à pied du centre-ville de Clermont-Ferrand jusqu'à Polydôme, voire si vous n'aimez pas marcher, d'utiliser les transports en commun puisque c'est desservi par la ligne de tram qui passe à proximité. Au niveau de la programmation scientifique, on va retrouver une programmation scientifique qui est classique et reprise dans les différentes éditions précédentes de congrès de la SFGP, puisqu'on va retrouver toute une série de thèmes, comme par exemple le premier thème qui est outils et méthodes au service du génie des procédés. Ensuite, on va retrouver donc un thème scientifique sur les procédés et produits pour l'alimentation et la santé. On va aussi s'intéresser aux procédés pour les agro- et bioressources, mais aussi l'eau. Et un thème qui est en développement, c'est tout ce qui est trait aux écosystèmes industriels et à l'ingénierie circulaire, où vraiment notre discipline a un rôle à jouer. On va ensuite pouvoir s'intéresser par exemple aux transitions et décarbonations de l'industrie et des usages, comme par exemple l'utilisation de l'hydrogène qui est très présente dans la région Aura. Et ensuite le thème 6 d'ouverture vers la société qui est la formation, l'enseignement et ouverture à la recherche. Au niveau des dates clés, donc si vous êtes intéressé donc, pour participer à notre beau congrès, en novembre 2025, vous allez avoir l'ouverture de l'appel à la communication. On va donc diffuser auprès des membres de la communauté les informations pour soumettre les actes de congrès. En décembre 2025, les inscriptions seront ouvertes. Et en mars 2026, après, donc, vous aurez 4 mois pour déposer vos communications. On va clôturer la soumission des résumés pour laisser le comité scientifique travailler. Et ensuite, en mai 2026, il y aura envoi des notifications aux auteurs pour définir si, par exemple, ce sera un oral ou une communication par poster qui sera proposée. En fonction donc des différents retours et des différentes inscriptions, nous allons vous proposer en juin 2026 un programme final. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que vous retrouverez toutes ces informations sur le site web du congrès qui est maintenant effectif. Donc vous pouvez aller taper SFGP 2026 dans la barre de recherche de votre explorateur Internet et vous tomberez donc sur le site de notre congrès. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis j'espère que mes collègues auront fini de délibérer. Au revoir. Merci Fabrice. Donc effectivement, nous avons terminé. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. Donc bien merci à tous les finalistes donc, qui ont pu participer. Merci d'avoir bien respecté tous les consignes qui nous permettent d'être dans les temps. Vous avez tous bien respecté le temps qui vous était imparti. Je vous rappelle que ce prix est composé de 2 prix. Donc le prix de la Société française de génie et procédés sponsorisé par Rocket et également donc qui est évalué à majorité par un jury d'une dizaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, et le prix coup de cœur du public, qui est entièrement déterminé par les votes du public. Alors, on va commencer par le prix coup de cœur. Alors, le prix coup de cœur est décerné à Antonello Tangredi, du M2P2, Aix-Marseille Université. Félicitations, Antonello. Est-ce que tu Merci. souhaites nous
dire quelques mots. Bah, déjà, merci beaucoup. C'est un honneur de recevoir ce prix. Je tiens à remercier la SFGP pour la reconnaissance, le jury pour le temps et l'attention consacrée au dossier et aux travaux. Je remercie aussi mes encadrants, Olivier Boutan, Christian Barca et Jean-Henri Ferras, et tout le laboratoire MDP2, parce que c'est un travail collectif et je suis très heureux de le partager avec eux. Et je veux également remercier mes collègues et mes amis qui ont suivi le webinaire aujourd'hui et tous ceux qui ont voté pour moi. Merci. Merci Antonello. Et encore félicitations. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Maria pour présenter le prix de thèse SFGP 2025. Donc effectivement, on passe maintenant au prix des thèses SFGP 2025, sponsorisé par Rocket. Donc je rappelle que ces prix, du coup, correspondent à 2 tiers la note du jury formé par les différents chercheurs, enseignants-chercheurs de partout en France. Et un tiers les prix enfin les votes du public. Donc, ces premiers prix, il a été très serré, mais il a été décerné à Florian, tu peux passer. Angelica Maragno, donc de CA Marcoul, Université Claude Bernard, Lyon. Donc, félicitations, Angelica, complimenti. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Merci, je suis très contente. Et c'est vraiment très important pour moi ces prix parce que comme ça, je pourrais aussi faire connaître ma recherche à tous les gens qui ont envie de lire sur ces topics si importants comme la sustainabilité. Et j'espère que plein de gens continueront à participer à ces genres d'événements pour divulguer scientifiquement et pas seulement ce type de projet. Merci beaucoup. Merci pour ces mots, Angelica. Félicitations. Donc, on veut donc féliciter déjà tous les candidats pour les présentations que vous avez réalisées, pour, comme le disait Florian, avoir respecté les temps et pour avoir partagé votre thèse et aussi votre expérience de thèse avec toute la communauté. On veut également remercier tous les participants. Vous avez été très nombreux à nous suivre cet après-midi. Et donc, on a bien pu partager ces moments autour et grâce à la SFGP. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire aux événements qui vous a présenté notre collègue Fabrice Gros juste précédemment. Et donc, on vous souhaite sur ce une bonne après-midi et on vous donne rendez-vous au prochain événement de la SFGP. Merci à tous. Merci Maria, merci Florian pour ça et bravo à tous et félicitations à tous les candidats et particulièrement aux 2 lauréats. Donc, si vous voulez les voir en chair et en os, vous pouvez venir le 5 novembre à la journée Catala-Le-Tort sur la physique quantique. Vous avez dû voir que l'Académie Nobel avait mis en avant la physique quantique, a mis en avant cette année la physique quantique. On avait un peu anticipé à la SFGP, donc il y aura un très beau webinaire sur la physique quantique et le génie des procédés le 5 novembre. Et en plus, vous pourrez rencontrer en chair et en os les 5 doctorants qui seront, s'ils sont présents ou s'ils viennent, en tout cas les lauréats, discuter avec eux et boire un verre aussi avec eux. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire et de venir le 5 novembre. Et merci encore au GT Jeunes Talents pour toute l'organisation de ce prix de thèse qui mobilise quand même beaucoup de temps. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.